il va y avoir constamment dans l'histoire du Maroc ce tiraillement entre une identité berbère qui va utiliser l'islam pour affirmer son identité berbère et une volonté d'éradication des symboles païens qui demeurent dans l'islam berbère, qui en fait est une politique destinée à faire rentrer les berbères dans le droit commun. Et ceci est fondamental. C'est ainsi que toute l'histoire du Maroc, des premières dynasties, c'est une histoire berbère. Les Almoravides, les Almohades, ce sont des berbères. Et les uns sont des berbères sahariens, les autres sont des berbères de la montagne. Et l'on voit, si vous le voulez, chaque fois des dynasties berbères qui se créent en utilisant telle ou telle forme de l'islam. Alors que, en Kabylie, dans les régions demeurées berbères de Tunisie, dans les régions demeurées berbères de Libye, ce phénomène n'existe pas. Il n'y a pas eu utilisation de la religion par les Kabyles pour résister à l'arabisation. Alors l'arabisation va se faire plus tard. Il est évident qu'elle se fait également par le culte, comme dans la langue arabe. Mais on peut dire que jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, le monde berbère marocain est le même qu'à l'époque de Massinissa, et le même qu'à l'époque de Jugurtha, et le même qu'à l'époque du roi Bogude. Oui, finalement, cette arabisation que vous évoquez, elle interviendra donc à partir du XIe siècle avec les invasions hilaliennes. Alors, elle intervient sous les Almohades, qui sont des berbères. Alors, les Almohades sont les berbères de la montagne. C'est Inmel, c'est au-dessus de Marrakech, c'est le Haut Atlas. Ça sont les grandes belles tribus guerrières. Les Masmouda. Les Hintata, les Aïd Sérouchouet, enfin, les grandes tribus guerrières contre lesquelles nous avons rudement combattu et qui ensuite ont fourni de superbes unités à l'époque, les Tabors marocains, etc. Donc ces grandes tribus guerrières qui vont lutter contre les Almoravides. Alors, qui sont les Almoravides? Ce sont des Sahraouis. Ce sont des berbères du désert. Les Almoravides sont des purificateurs qui considèrent que... Vous savez, c'est toujours ce problème. C'est vrai que je parlais tout à l'heure en première partie de l'AQMI dans ces zones blanches, du désert. C'est toujours là que sortent, dans cette partie de l'Afrique, les fondamentalismes. Le fondamentalisme sort souvent du désert, parce que les gens sont face à d'autres milieux, etc. Donc, ces Sahraouis vont vouloir purifier l'islam occidental en disant mais non, de toute façon, cet islam berbère est un islam du Nord, est un islam païen, l'islam d'Al-Andalus est un islam décadent. Ils reviennent aux sources même d'une religion du désert. Ils reviennent aux sources, et en plus, ils sont dans le désert. Et ils vont donc développer un État impérial, qui est l'empire almoravide, l'empire des deux rives. Mais l'on a l'impression, quand on lit rapidement l'histoire du Maroc, que cet empire almoravide a parfaitement régné sur le Maroc, mais pas du tout. Cet empire almoravide a toujours été menacé au cœur du Maroc même par les berbères de la montagne, qui eux ne veulent pas du tout de cet islam du désert, cet islam purificateur, avec les gens voilés, etc. C'est pas leur islam, cela. Et ils vont, au nom de l'islam, lutter contre les Almoravides. Les Almohades qui sont les réformateurs. Donc ils vont prendre un autre islam fondamentaliste, mais différent, à la sauce berbère, et ils vont liquider les Almoravides. Et les Almoravides s'étaient pas étendus vers l'Est, très peu. Les Almoravides avaient fait cet empire qui partait du Sénégal et qui allait jusqu'au cœur des Espagnes. Les Almohades, eux, vont créer un empire qui va d'abord être un empire nord-africain. Les Almohades vont conquérir toute l'Afrique du Nord. Ils vont s'installer à Kérouan, etc. Et ils vont être confrontés à un phénomène très intéressant, qui est que, en Égypte, les Fatimides, le califat fatimide, va vouloir se venger des Berbères, notamment des Koutama de Petite Kabylie, que viennent faire
les Berbères Koutama de Petite Kabylie avec les Fatimides d'Égypte? Tout simplement parce que les Fatimides, la troupe fatimide est une troupe berbère. Parce que le mouvement fatimide va trouver sa force en Kabylie. Et ce sont les tribus de Kabylie, également de l'Ouarsenis, Ouarsenis, Petite Kabylie, Grande Kabylie, qui vont fournir la masse conquérante. C'est une armée berbère qui va renverser le califat oriental et qui va prendre l'Égypte. Et qui va installer un islamisme chiite. Et les Fatimides, qui vont avoir un rôle très délicat, parce que leur troupe est berbère. Et ils délèguent le cœur de leur empire aux tribus berbères, pas du Maroc, de l'actuelle Algérie et de l'actuelle Tunisie. Et l'un de leurs principaux lieutenants se soulève contre eux. Les Fatimides n'ont pas les moyens d'Égypte, n'ont pas les moyens de monter des expéditions contre eux, et à ce moment-là, que se passe-t-il? Une déferlante sort du désert d'Arabie, ce qu'on va appeler les invasions hilaliennes. C'est-à-dire que des tribus sortent d'Arabie, des tribus guerrières, de nomades pillards, plusieurs dizaines de tribus, déferlent dans le Sinaï, ravagent le delta du Nil, et les Fatimides, pour s'en débarrasser, vont dire l'herbe est plus verte, les pâturages sont plus verts vers l'ouest, allez donc vers l'ouest. Et ils vont orienter vers l'ouest la déferlante hilalienne, qui va prendre deux branches. Et là, on retombe sur la Libye. Une partie va descendre au sud de Sirte, vers Khadamès, vers le Fezzan, et ce sont ces tribus arabes là, qui vont conquérir ces zones, qui vont liquider les Berbères. Il ne reste plus que deux petites poches berbères en Libye, pas loin de la frontière tunisienne, pas loin du Djebel Nefoussa, et également vers le sud. D'ailleurs, à l'ouest, les deux seules zones, à l'ouest de la Libye, les deux seules zones non contrôlées par Kadhafi sont les deux zones berbères. Personne ne l'a vu, parce que bon, c'est pas les incultes de la presse qui peuvent savoir ça. Ce sont les deux zones berbères. Quand ils l'ont vu, ils n'ont pas su l'interpréter. Ils n'ont pas su l'interpréter. Pourquoi? Parce que ces zones ont toujours été en rébellion, car Kadhafi a voulu... C'est un bédouin, Kadhafi, sa tribu est originaire d'Arabie. C'est un bédouin qui veut arabiser les Berbères, et il a éradiqué la berbérité en Libye. Sauf ces deux zones, qui sont les deux zones au cœur de la confédération qui soutient Kadhafi, qui lutte contre lui. C'est intéressant de voir ça. Alors donc, ces tribus avancent, elles vont complètement ravager la Libye, elles vont complètement détruire. Jusqu'à cette époque, la Libye avait des vergers, avait des arbres fruitiers, tout est rasé, tout est pillé. L'actuelle Tunisie est complètement détruite, et les Berbères almohades se portent au-devant d'eux pour les repousser. Et là, se passe un événement assez extraordinaire, c'est que l'armée berbère almohade écrase les Arabes, les écrase. Et les sultans almohades, au lieu de les renvoyer vers l'Est, sont à ce moment-là sollicités par la Reconquista que vous connaissez bien, Philippe Conrad, la Reconquista chrétienne qui redémarre en Espagne, et les princes musulmans qui avaient fait appel aux Almoravides, qui ensuite s'étaient retournés contre les Almoravides, face aux dangers chrétiens, font appel à nouveau aux Marocains, et cette fois-ci aux Almohades, et les Almohades se disent, plutôt que de passer tous ces Arabes au fil de l'épée, on va les prendre comme soldats, on va les envoyer en Espagne pour faire la guerre contre les chrétiens. Mais, manque de chance, le sultan meurt et son successeur se retrouve avec sur les bras toute une série de tribus. Les Beni Solahem, les Beni Mahil, etc. Et il va, au lieu de les repousser, les installer dans la zone qui ressemble territorialement le plus à leur zone de départ, la vallée de la Moulouya, qui sépare l'actuelle Algérie de l'actuel Maroc. Et ces tribus vont commencer à s'installer dans la zone, à nomadiser, et à partir de ce moment-là, l'élément ethnique arabe est introduit au Maroc. Et cet élément ethnique arabe va poursuivre ses activités bédouines, c'est-à-dire de nomadisation. Ils vont contourner l'Atlas par la trouée de Taza,
et ils vont s'abattre sur les plaines atlantiques. Toute la région des Doukala, les populations des Doukala s'imaginent être arabes. Elles ne sont pas arabes. Il s'agit de populations de berbères qui ont été arabisées. Et le nom des tribus berbères du coin a disparu. Et il y a eu un remplacement de population qui s'est produit, ou une arabisation de ces populations. Et c'est à ce moment-là que la coupure pleine montagne va se faire, qui n'existait pas auparavant, parce que les berbères étaient partout. Alors à partir de la fin de du 12e, 13e, accélération au 14e siècle, l'on voit cet élément arabe qui va intervenir dans la vie politique marocaine. Alors cet élément arabe qui va avoir un rôle fondamental, parce que cet élément arabe, à partir du moment où les dynasties berbères vont disparaître, pour être remplacées par la dynastie alaouite, qui est une dynastie arabe originaire du Tafilalet, on les appelle également les Philaliens parce qu'ils sont originaires du Tafilalet. Donc les alaouites arrivent d'Arabie, ils sont des descendants du prophète, hein, c'est une famille de shérifs, et ils s'installent donc dans le sud du Maroc, dans la région du Tafilalet. Et à partir du moment où les alaouites vont être au pouvoir, ils vont être en permanence confrontés à un double phénomène. L'État marocain est puissant et il contrôle la plupart du pays. L'État marocain est faible et des dissidences ont lieu un peu partout. Et les tribus arabes vont monnayer leur aide et leur appui contre des avantages. Alors à ce moment-là, on va voir des tribus arabes qui vont s'installer dans la plaine de Marrakech, alors que jusque-là, il n'y en avait pas. Donc, par le jeu de la féodalité, par le jeu des rapports de force, par le jeu des luttes pour le pouvoir, ces tribus vont prendre un rôle de plus en plus important, alors qu'elles sont relativement peu nombreuses au point de vue numérique. Et elles vont jouer un rôle déterminant dans l'histoire du Maroc. Alors, pendant toute cette histoire se déroulait, il y a eu, il faut le rappeler, un changement du centre de gravité. Nous avons démarré avec la dynastie idrisside autour de Fès. On bascule à Marrakech. C'est-à-dire au nord-est, avec les Almoravides d'abord, les Almohades ensuite. Nous passons à Marrakech. Nous passons à Marrakech. Et les Almohades commencent, très long siège de Marrakech, très long siège. Les Almoravides sont repliés dans leur cité. Et finalement, les Berbères de la montagne, les Almohades vont réussir à prendre la ville de Marrakech. Ils vont passer tout le monde au fil de l'épée. Tous les Almoravides vont être passés au fil de l'épée. Et les Almohades vont détruire le palais des Almoravides. Et sur les ruines du palais des Almoravides, ils vont construire la Koutoubia, la grande mosquée. Et Marrakech va devenir la capitale du Maroc, alternativement avec Fès. Donc en fonction des dynasties, Fès, Marrakech, ou parfois d'ailleurs les deux. À telle enseigne que dans certaines périodes d'anarchie, notamment à l'époque des Beni Ouattas, etc., mais ça c'est ultérieur, l'on distinguera un royaume de Fès et un royaume de Marrakech. Et disons que, comme le temps passe, l'unité marocaine va être refaite tout au long du règne des sultans alaouites, avec un double basculement. Jusqu'au XIVe siècle, disons même jusqu'à la fin du XIVe siècle, le Maroc est le pont entre l'Afrique et l'Europe. Parce que même si Al-Andalus n'est pas politiquement marocain, les émirs d'Al-Andalus sont totalement tournés vers le Maroc. Parce qu'ils dépendent du Maroc. Ils dépendent économiquement, ils dépendent militairement, etc. Et à partir du moment où la Reconquista se termine, le Maroc se retrouve en rétractation sur la rive africaine. Et le Maroc va reprendre une expansion qu'il a toujours eue, mais qu'il n'avait pas redéveloppée depuis l'époque des Almoravides, vers le sud. Parce que quand vous prenez la carte du Maghreb à l'Aqsa, c'est le Maroc, c'est le Maghreb extrême, le Maghreb occidental, qui est le Maroc, vous avez une grande ligne qui part d'Agadir et qui va jusqu'au Sénégal. Il n'y a pas de désert. Quand on connaît bien la région, et ceux de nos auditeurs qui ont connu cette zone savent très bien qu'il y a
le long de l'océan, une zone qui fait une dizaine de kilomètres, qui n'est pas le vrai désert. Notamment dans toute la partie du Sahara occidental, zone que je connais bien, il y a rapprochées les unes des autres des petites cuvettes qu'on appelle les graras, qui reçoivent la nuit un minimum d'humidité maritime, qui fait que l'on peut, par endroits, cultiver, et il y a un minimum de pâturage. Ce qui fait qu'il y a un axe nord-sud, le long de l'Atlantique, qui est une route de migration et une route de commerce qui est tout à fait idéale, qui ne sera pas toujours utilisée, parce que les Rghibat vont souvent, la tribu des Rghibat va souvent couper cette route, ce qui fait que, bien souvent, des routes plus centrales du Sahara vont être utilisées, mais les Marocains vont les contrôler. Et les Marocains, à partir du moment où ils se replient sur la rive sud de la Méditerranée, vont redévelopper les axes transsahariens. Et les Marocains vont se trouver dans une géopolitique tout à fait intéressante. Tout à fait intéressante parce que, à partir de la fin du XVIe siècle, arrive un nouveau partenaire, la Turquie, les Ottomans. Et nous allons voir, et c'est là où on voit que les grands peuples n'ont pas d'ennemis éternels, et que les alliances peuvent changer. Au moment où la chrétienté espagnole repousse les musulmans, après que cette chrétienté espagnole eut expulsé les musulmans, nous allons voir l'État marocain et le roi catholique espagnol alliés contre les Turcs. Parce que les Turcs vont déferler sur l'extrême est du Maghreb, ils vont avaler l'actuelle Tunisie, ils vont avaler l'est de l'actuelle Algérie, et là ils vont buter sur la Moulouya. Ils vont buter sur la Moulouya et sur l'alliance militaire entre l'Espagne et le Maroc. Les Espagnols sont installés à Oran, ils ont une base forte à Oran, qui est commandée par un personnage haut en couleur, qui est le comte d'Alcaudete, et les Turcs vont essayer de pénétrer au Maroc, et le comte d'Alcaudete, avec ses piquiers espagnols sortis de la citadelle d'Oran, va prendre les Turcs à revers, pendant que l'armée marocaine va pousser, les Turcs vont être obligés de se replier sur Alger. Et les Turcs ne vont jamais prendre le Maroc. Le Maroc va échapper à la conquête ottomane. Et l'on voit, si vous le voulez, là, une géopolitique avec véritablement un nationalisme qui est capable de faire passer des intérêts de survie en oubliant des querelles, des oppositions, des guerres passées. Il y a un intérêt commun. Et c'est à ce moment-là que la Méditerranée occidentale échappe aux Turcs. Bien sûr, il va y avoir les pentes, bien sûr. Mais les Turcs, à partir de ce moment-là, vont comprendre, bon, ils ne peuvent pas passer en Méditerranée occidentale, parce que l'alliance maroco-espagnole est puissante et ils n'arrivent pas à la casser. Mais ceci est fondamental. Et dans le même temps, ce Maroc qui a été en quelque sorte bloqué vers le nord par la victoire de la Reconquista ibérique, il va orienter son expansion vers le sud à l'époque de la dynastie saadienne, où on va voir les Marocains, après le fameux combat de Tondibi, s'emparer de Tombouctou et pousser ainsi jusqu'au Niger. Alors là, il y a un espace d'expansion marocaine qui permet de mieux comprendre aussi les débats autour du Sahara, les nostalgies qu'entretient au Maroc la perte de Tindouf au profit de l'Algérie. Alors il y a une très belle histoire, parce que la conquête du Pachalik de Tombouctou par les sultans marocains qui vont combattre et qui vont vaincre l'empire Songhai, l'empire de Gao, l'empire des Songhai, est une superbe histoire, parce que les Marocains vont lancer à travers le Sahara une expédition maritime, une expédition guerrière, qui comportera des bateaux en pièces détachées pour pouvoir naviguer sur le Niger, pour battre les flottilles de l'Askia Mohamed. Et cette armée marocaine est une armée très particulière. 8 caïds qui la dirigent, 8 Espagnols. 8 Espagnols renégats, convertis à l'islam. Et